Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo des démos de midi. Donc aujourd'hui, on va parler de l'acquisition d'une caméra IP pour la levée de doute et puis la transmission des informations d'alarme ou d'événements, peu importe, vers le client final ou vers le télésurveilleur. Voilà. Donc, je repars de la programmation que nous avions fait la semaine dernière, donc avec un petit résidentiel, avec quelques zones, quelques sorties. Donc, je vais ajouter premièrement une caméra IP. Donc, je vais dans Appareil IP, Caméra. Je rentre en programmation avec le petit crayon en haut à droite. Je vais donner un nom à cette caméra. Donc, par exemple, caméra jardin. On va dire que cette caméra, elle pointe vers la porte d'entrée aussi. Elle a dans son champ de vision la porte d'entrée. Je lui mets son adresse IP 168. 192, pardon. 192.168.5.101. Ici, on va pouvoir choisir le type de caméra. Alors, le choix d'une caméra ne va avoir d'incidence que sur l'URL qui est à droite dans la partie photo. Donc, si je prends par exemple une caméra Bosch, j'ai un certain chemin pour accéder au snapshot. Si je prends une d'AUA, j'en ai un autre, etc. Donc ça, vous choisissez la caméra que vous avez. Si votre caméra n'est pas référencée, il est possible d'utiliser un des trois chemins de... J'arrive plus à le retrouver. Voilà, les on-vif. Donc les chemins, donc le on-vif générique 1, 2 ou 3, qui vont dans ce cas-là changer ici l'URL de l'image. Et puis, si rien de tout ça ne fonctionne, on va prendre sur mesure. Et ici, on va utiliser un des utilitaires que je vous ai montré ce matin. Si je peux les mettre dans les commentaires, ouais. Donc j'essaierai de vous mettre les liens vers les utilitaires dans les commentaires de la vidéo. Donc ici, moi, je vais choisir une caméra Cassenia. Donc le chemin, c'est slash image slash snapshot. Alors si vous vouliez tester ça en dehors de notre système, il suffit de copier l'adresse, d'aller la coller dans le navigateur, de prendre le chemin qui est là, de le coder après l'adresse. Et normalement, si tout va bien, quand vous validez, la caméra va vous demander de vous authentifier avec le login et le mot de passe. Tant que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas mieux dans notre système. Donc, éventuellement, faites vos tests directement avec un navigateur, ça sera plus simple pour vous. Mode d'authentification, il va dépendre de la caméra. Pour moi, c'est le mode résumé ou digest suivant. Et puis ici, donc, je vais avoir admin comme nom d'utilisateur. Et dans le cadre de la démo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à faire. Donc, je valide. Je vais maintenant associer cette caméra à une zone. Donc, je sors de là, je rentre en programmation. Zone. Tout à l'heure, j'ai dit que ma caméra avait dans son champ de vision la porte d'entrée. Donc je vais l'enregistrer ici. Donc je vais dans ma zone porte d'entrée, je rentre en programmation. Caméra IP, caméra du jardin, c'est facile. S'il y en avait d'autres, bah, j'aurai le choix. Et qu'est-ce qui va déclencher la génération d'images? Ici, pour moi, je vais choisir que l'alarme. On pourrait choisir le sabotage, le masquage, etc. Suivant les possibilités de votre produit, évidemment aussi. Voilà. Donc, à partir de là, normalement, nos caméras remontent sur l'application mobile. Donc je vais me connecter via l'application mobile. 1, 2, 3, 4, 5 et 1. Et je passe dans les caméras. Et si tout va bien, la caméra du jardin qui est derrière moi devrait afficher quelque chose. Voilà, parfait. Donc maintenant,
on va pouvoir vérifier que ça fonctionne. Donc je vais utiliser, alors déjà je vais aller voir que tout soit OK dans le temps réel. Zone, c'est tout OK. Je vérifie, j'ai mon contact à côté de moi. Il passe bien en alarme, donc pas de problème. Sortie OK et partition OK. Donc, je vais armer. Alors entre-temps, j'ai greffé une télécommande sur le système, simplement pour que ce soit plus simple, pour m'éviter de faire de la gymnastique pour accéder jusqu'au clavier. Donc le temps de sortie qui est paramétrable, je vous le rappelle, dans partition. Par défaut, c'est 30 secondes. Moi, je l'ai réduit à 10 secondes pour les besoins de l'exercice. Je mets ma zone en alarme. On le voit ici clairement. Je vais désarmer, mais je ne serai pas obligé de le faire. Je vais désarmer et je vais aller dans l'historique des événements. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'en face, l'alarme de ma zone, maintenant, on a l'icône d'une image. Si je clique dessus, on va avoir 3 snapshots qui se sont déclenchés au moment de l'alarme. Donc, comme sur l'extrait que je vous ai fait voir 2 secondes avant. Voilà, donc ça fonctionne. Et si on se connecte à notre application mobile, eh bien l'utilisateur final aura reçu exactement la même chose. Voilà, donc là, je me déplace ce coup-ci dans le journal d'événements de ma centrale. On a tous les événements qui sont récents et la prise de photo qu'on a vue juste avant. Ok, donc cette partie-là est terminée. Alors, j'ai quand même oublié une petite chose. On est allé voir sur la caméra, mais on a une mise à jour de firmware qui est très récente. Donc, sur les caméras, on peut récupérer les snapshots, mais depuis peu, on a aussi l'accès au flux RTSP. Donc, si je repars sur ma caméra IP, hop, évidemment, le temps que je fasse autre chose, je me suis déconnecté. Hop. Donc, je vais me reconnecter à ma centrale. Je repars dans les caméras IP. Les caméras du jardin n'a pas bougé. Je rentre en prog. Et ici, donc il y a une partie qu'on n'est pas allé voir tout à l'heure, le RTSP. Alors, dans le cadre de ma caméra, le chemin RTSP, il n'est pas très compliqué. C'est juste /live sur le port 554 par défaut, donc tout va bien. Si jamais, comme je l'ai fait remarquer pour l'accès au snapshot, si vous avez un chemin spécial pour votre caméra, ben, il faudra le chercher et le positionner ici avec les outils dont j'ai parlé. On a une possibilité aussi d'ajouter des sorties. Donc là, pour moi, j'ai que la lumière des jardins qui peut être pilotée. On aurait pu mettre également l'ouverture d'un portail, par exemple. Donc je valide, je vais envoyer. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je vais passer dans ma zone. Ouverture de porte, pardon, je me suis trompé, c'est dans mes sorties. Lumière du jardin. Et je vais lui dire ici dans la catégorie que c'est de l'éclairage. Alors ça change pas grand chose. C'est uniquement sur l'application mobile, on aura une petite ampoule dessinée si on a pris, si on a mis une sortie en tant que lumière. Voilà. Donc je me reconnecte sur mon application mobile.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais passer dans mes caméras. Et si tout va bien, maintenant... Alors, j'ai une image, c'est pas forcément flagrant pour vous, mais j'ai une image qui est en temps réel. Et ici, en bas à gauche, j'ai le bouton, donc avec la petite lampe, et je viens d'éclairer le jardin. Voilà, et si j'avais le bouton pour le portail, je pourrais l'ouvrir aussi. Maintenant, comment on va transmettre des informations à nos utilisateurs? Alors, la première des choses, c'est d'avoir un utilisateur. Donc, pour l'instant, on n'est pas obligé d'utiliser les profils, on le verra éventuellement quand on fera la formation sur le contrôle d'accès. Ici, on va utiliser l'utilisateur qui est créé par défaut. Je vais rentrer en programmation. Je vais m'amuser à le renommer. Il va s'appeler Bob. On va lui mettre un numéro de téléphone. Alors, je me rappelle plus de mon numéro de téléphone. Éventuellement, on peut lui mettre un email aussi. Voilà. Si je descends dans la page de l'utilisateur, on va trouver les moyens par lesquels on peut envoyer des notifications à cette personne. Donc, on va dire qu'on peut lui envoyer des messages vocaux, on va le faire. On va pouvoir lui envoyer des SMS et on va pouvoir lui envoyer des emails. J'enregistre ma prog. Donc, comme je vous l'avais expliqué, on n'est pas obligé de le faire en permanence, mais pour les besoins de l'exercice, ça me permet de vous faire voir l'état réel de la centrale. Donc, j'ai un utilisateur. Je vais en profiter tant que j'en suis à créer des destinataires pour créer un télésurveilleur. Alors, je vais dans ma prog, SIA récepteur. Je clique sur le crayon pour entrer en programmation et j'ajoute un télésurveilleur. Donc mon télésurveilleur. Ok. Donc mon télésurveilleur, il va normalement me donner une adresse IP. Elle est là. Donc là, je mets n'importe quoi. Voilà. Logiquement, il devrait nous donner un identifiant qui va permettre au télésurveilleur d'identifier, de vous identifier ou d'identifier le client. Donc, hop, 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 hop. Voilà, un identifiant. Alors, ce n'est pas une règle, mais si le télésurveilleur vous donne un seul identifiant, il faudra probablement également le mettre dans ID application et dans ID transport. Et éventuellement dans le récepteur secondaire s'il en a un. Pour l'instant, je ne m'en préoccupe pas. On va créer maintenant des listes de contacts qu'on va pouvoir adresser. Donc le système, lui, ne travaille qu'avec des listes de contacts. Donc maintenant, je vais créer ma liste de contacts, on va dire par tel, mail et SMS. Je suis un peu long, j'aurais dû mettre contact. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va envoyer à cette liste? Eh bien, comme c'est écrit dans le titre, on va pouvoir envoyer des appels vocaux, on va pouvoir envoyer des SMS, on va pouvoir envoyer des emails. Qui est concerné? Toutes les personnes qui doivent recevoir ces informations-là. Donc là, en l'occurrence, j'ai que Bob. Si j'avais 4 ou 5 contacts, eh bien, je les ajouterai au fur et à mesure.
Je vais me créer une deuxième liste de contacts pour les télésurveilleurs. Donc si on en a plusieurs, si on en a qu'un, c'est pareil. Il faut quand même créer une liste pour un seul télésurveilleur. Et ici, par contre, on va simplement utiliser le SIAIP. Qui est concerné par les envois? Pour l'instant, on n'en a qu'un, mon télésurveilleur. S'il y en avait plusieurs, en cascade, on pourrait les rajouter directement ici. Ok, donc maintenant, il faut qu'on définisse ce qu'on va vouloir envoyer à ces télésurveilleurs. Et ça va être dans la partie notification. Donc je vais créer une nouvelle notification. Donc là, on va partir du principe que Bob est notre destinataire des messages d'alarme. Il est le principal concerné. Donc, alarme de zone. Ici, qu'est-ce que doit recevoir le destinataire final? On va faire simple, on va mettre que de l'alarme, mais si on voulait aussi le reste, on pourrait le cocher. Donc là, je vais mettre que de l'alarme. La zone qui est concernée, je vais dire toutes mes zones. Donc il y a le mot toutes, là il y en avait 3, si vous en aviez 150 ou 200, ça serait plus pratique. Et je vais l'envoyer à mes contacts par mail, téléphone. Ok, si on avait besoin d'envoyer autre chose à cet utilisateur, et bien éventuellement on reclique sur plus, on va prendre un autre type, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait lui envoyer? Peut-être des défauts de carte mère. Donc il veut savoir que quelqu'un a tapé un code PIN erroné. J'envoie sur quelle centrale? J'en ai qu'une. Et à qui on envoie ça? À la même personne. Voilà, maintenant on va envoyer les informations au télésurveilleur. Donc le télésurveilleur, eh bien c'est pareil, on décide de lui envoyer une partie ou tout. Donc là on va probablement que pour le télésurveilleur on va aller en mettre un peu plus. Alors j'ai pas le bouton sélectionner tout, donc on va le faire à la main. Ça on va peut-être pas lui envoyer parce que c'est de la domotique et du coup il vaut mieux qu'on choisisse nous-mêmes les événements à lui envoyer. Toutes les zones et à qui on envoie ça? Au télésurveilleur. Voilà. Quand j'ai fait ça, c'est terminé. À partir de là, si j'ai un transmetteur 4G, il va pouvoir envoyer des SMS. Le RTC, on pourra envoyer du vocal. Avec le 4G, on pourra envoyer du vocal aussi. Et il nous manque à créer des messages vocaux. Donc pour ça, je descends dans message vocal. La première des choses, ça va être de générer les messages vocaux qui vont être faits sur la totalité de votre programmation. La première ici des choses, c'est de choisir la voix. Alors pourquoi j'ai ici ce choix-là? Je fais un petit retour en arrière, je repasse dans Secure Web et ici à gauche dans les services, j'ai la possibilité d'ajouter et d'acheter des services. Donc là, j'avais déjà la voix française. Si je veux une voix en allemand, par exemple, je vais sélectionner la voix de Petra et puis je vais dépenser 144 € pour cette licence-là supplémentaire et j'aurai le français et l'allemand. Si votre centrale, le cas peu probable, ou votre centrale est hors ligne et puis doit quand même envoyer des messages vocaux, à ce moment-là, il vous faudra acheter la clé Loquendo, la clé USB. Donc si on considère que la centrale, elle est en ligne en permanence. Hors ligne, pardon, en permanence. Sinon, c'est pas nécessaire, vous utilisez uniquement la licence. On m'a posé la question de savoir si la clé Loquendo des anciennes centrales Lares était utilisable. Absolument, on peut l'utiliser. Par contre, si vous en faites une par an, ça ira très bien, mais sinon c'est pas très commode.
J'ai fait une autre vidéo là-dessus pour utiliser la clé Loquendo sur les centrales l'ARES 4.0, mais c'est vraiment pas commode. Donc d'une manière générale, vous savez que les licences Loquendo sont achetées par l'installateur, donc il n'y a rien à payer pour le client final, et l'installateur va payer ça une seule fois. Donc quel que soit le nombre de clients et quel que soit le nombre de centrales du client. Voilà. Donc 144 euros entre guillemets à vie. Alors je repars dans ma prog. Donc je vais choisir la voix française d'Audrey que j'avais tout à l'heure. Je commence par générer les messages vocaux de la totalité de ma centrale. Alors la durée de génération va dépendre en partie de votre vitesse de connexion. Donc si vous êtes en fibre, ça ira plus vite que si vous êtes en 4G. Donc je vais finir. Voilà, on est félicité, tout va bien. Donc maintenant, si je passe dans les messages, j'ai la totalité des messages possibles qui ont été générés. À savoir que, par exemple, les zones sont des zones particulières qui ne concernent que ce client-là, la porte d'entrée. Donc, je vais lire le message. Ouverture porte d'entrée. Voilà. Pareil pour la salle d'eau, salle lit Ouverture fenêtre salle d'eau. voilà, avec une voix tout à fait agréable qui est pas une voix de robot. Donc à partir de là, on a généré tous les messages. On a un transmetteur 4G qui est opérationnel, ici Orange. Je vous rappelle que si vous voulez tester votre transmetteur, il suffit de cliquer sur le nom de l'opérateur, de mettre un numéro de téléphone et vous pouvez générer un SMS ou un appel pour tester votre ligne. Voilà, je vais réarmer, temps réel. Donc zone, tout va bien. Sortie, tout va bien. Et partition, c'est en cours d'armement. Voilà. Je vais générer une alarme. Hop. Voilà. Et là, si tout va bien, donc le téléphone devrait sonner et je devrais avoir un message vocal ainsi qu'un SMS. Mais comme j'ai coupé le son pour pas être dérangé pendant cette vidéo, j'ai raté l'appel. Donc il devrait rappeler. Alors, le SMS, il est arrivé. Voilà, donc on a, je sais pas si c'est très visible, mais donc on a la date, l'heure, alarme de zone, ouverture de la porte d'entrée. Le message, pareil, mais je pourrais pas vous le faire écouter, évidemment. Donc le message, quand le générateur vocal lit le message sur le téléphone, donc il demande d'acquitter le message avec étoile. Si le client final ne le fait pas, ça appellera la personne suivante sur la liste. La personne doit attendre la fin du message. C'est important parce que sinon, votre client final va vous appeler en vous disant le système marche pas. J'ai le message, j'ai beau appuyer sur étoile, il se passe rien. C'est qu'en général, la toute première fois, les gens attendent un peu, puis la deuxième fois, ils savent qu'il faut appuyer sur étoile, donc ils acquittent immédiatement et du coup, il se passe absolument rien. Voilà, donc on a fait le tour de l'envoi de messages, etc. Maintenant, il nous reste éventuellement à faire une petite aparté concernant Cassenia DNS. Donc je vais dans paramètres, réseau, et on a deux choses. On a le DNS dynamique et le SMTP. Donc petit retour en arrière comme tout à l'heure. Si je clique sur Cassenia Secure Web, en bas de Cassenia Secure Web, vous avez Cassenia DNS. Quand je clique dessus, je pars vers le DNS dynamique de Cassenia qui va vous permettre de gérer les informations d'envoi de mails, surtout
pour vos centrales. Alors l'avantage d'utiliser déjà le DNS, donc je je vais pas créer un hôte ici, mais par contre, quand on crée un hôte sur Cassenia DNS, il suffit de remplacer, hop, voilà, il suffit de remplacer hostname par le nom que vous avez mis dans le nouvel hôte de Cassenia DNS. Donc en général, ça sera le nom du client. On va répéter le nom du client ici. On va mettre le mot de passe que vous avez choisi. Et pour le DNS dynamique, c'est tout. Maintenant, pour l'utiliser pour envoyer des mails, il suffira de reprendre ici, hop, si je ne suis pas monté assez, voilà, d'activer le SMTP pour qu'il puisse envoyer des mails. Mettre un expéditeur. Donc l'expéditeur, c'est du texte, il ne fera pas attention à ce qu'il y a écrit. Donc l'expéditeur pourrait très bien être le nom du client et éventuellement le nom de la centrale. Donc s'il a un bureau, la maison secondaire, etc., on va pouvoir le préciser ici. Ce qui veut dire que le client final va recevoir des mails avec client et lui il s'en fout un petit peu parce qu'il se connaît, c'est lui. Ce qui va l'intéresser, c'est bureau, maison secondaire ou maison principale. Par contre, vous, quand vous allez recevoir des mails, si vous voulez récupérer les alarmes techniques, les problèmes de batterie, etc., pour vous, le fait qu'il y ait écrit client, le nom de votre client dans l'adresse email, ça sera un indicateur précieux pour trier vos mails par client. Et donc ici, on va répéter, pardon, on va répéter le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez mis. Le sujet du mail ne doit pas rester vide, sinon ça va passer dans les spams. Donc éventuellement, vous répétez le nom du client, le nom de la centrale, peu importe, alarme ou ce que vous voulez. Et à partir de là, le système doit être capable de vous envoyer des emails. Alors pourquoi on va utiliser Cassenia DNS pour ça? Et pourquoi utiliser le SMTP avec Cassenia DNS? Simplement parce que le jour où votre client va changer de box, si vous avez utilisé les paramètres SMTP de votre client, eh bien il faudra déjà il va vous appeler pour vous dire que ça marche pas parce qu'il recevra plus de mails, vous non plus par la même occasion, donc vous ne serez pas au courant qu'il y a des problèmes. Et puis, chaque fois, on est obligé de redemander ça au client. Éventuellement, ça peut générer des vexations parce que le client va penser que vous n'êtes pas très efficace ou que Cassenia n'est pas très efficace. Alors qu'en utilisant le SMTP de Cassenia, au moins les mails partent toujours, quelle que soit la box de votre client. Voilà, donc en résumé, ce qu'on a vu dans la formation, les démos de BD numéro 2, qui concernait l'ajout d'une caméra IP et la transmission des alarmes. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je regarde vite fait ma liste. A priori, oui. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, puis on se retrouve très bientôt. Au revoir.